Donc l'Archéovillage, c'est un projet de l'association Archéologie pour tous qui gère le parc et qui est une association créée par des archéologues en vue de vulgariser l'archéologie, la préhistoire essentiellement, à partir au départ des fouilles de Muids-sur-Loire. Donc on a commencé à fouiller sur le coteau de Muids, qui est un site très riche, les premières occupations datent de moins 10 000 à peu près, et il y a une très très grosse occupation dans toute la première partie du néolithique et aussi de l'âge du bronze. Enfin là, ça réunit plusieurs archéologues qui sont intéressés aussi à la pédagogie et comment transmettre ça aux adolescents et au public. Et à partir de cette idée, on en est venu à ce projet d'Archéovillage où on reconstitue donc les habitats par rapport aux connaissances qu'on en a et si possible leur environnement. Pour le moment, depuis 2016, ce lieu est ouvert essentiellement aux scolaires. Depuis cette année, on a souhaité commencer à ouvrir au public certains week-ends. Et le but, c'est de faire comme un musée à ciel ouvert où on peut toucher les choses et voir éventuellement participer aux activités ou faire aussi faire avec, parce qu'on estime que c'est une des meilleures façons de découvrir. Et puis tout en faisant, on explique, on discute et on peut comme ça apprendre et découvrir. Donc on commence la première reconstitution à moins 12 000, à une époque où le nord de la France était gelé, il faisait très froid, c'était encore les glaciations, et le sol donc était gelé, et on avait donc aussi la steppe. On n'avait pas de forêt à ce moment-là, c'était une steppe. Bien évidemment, les hommes dès le départ sont des chasseurs-cueilleurs, ils sont nomades. Donc ça dure toute la préhistoire ancienne. Ils habitent dans des structures qui sont à l'époque du coup en peau de renne, probablement, puisque ça ils les chassaient beaucoup. Notamment on a l'exemple du site de Pincevent qui est très bien connu maintenant, qui a été fouillé pendant longtemps et très bien conservé. Et aussi c'est un moment où du coup on peut faire des correspondances ethnographiques avec certaines populations de Sibérie qui ont encore vécu jusqu'à il y a peu de temps en étant nomades et en s'occupant des rennes, en étant éleveurs et chasseurs de rennes. Et entre ce qu'on trouve sur les fouilles et le mode de vie de ces gens-là, il y a beaucoup de concordances, notamment l'utilisation des peaux de renne et du renne pour tout faire. Alors, il faut pour manger, bien sûr, en faisant sécher la viande ou bien aussi en la congelant, puisqu'il fait froid et que les sols sont gelés, c'est assez simple de congeler la viande. Mais aussi la peau, bien sûr, pour s'habiller, pour construire les structures d'habitat, comme le wigwam que nous avons reconstitué ici en peau de renne, du coup. Les tendons étaient utilisés pour la couture, et puis les os pour tout ce qui était faire de la couture, tous les objets, les outils en os, les outils en silex bien sûr. Et enfin, comme moyen de chasse, ce qui était principalement utilisé, c'était la sagaie avec des propulseurs, puisqu'on était en plaine, et en plaine avec la steppe, donc l'horizon était dégagé. On pouvait facilement, entre guillemets, parce que ça ne devait pas être si simple que ça. Mais en tout cas, on chassait de cette façon-là, au propulseur et à la sagaie. Ensuite, le climat, à partir de 10 000 à peu près, le climat s'est réchauffé et on commence à voir la forêt qui pousse avec les premiers arbres qui sont essentiellement les bouleaux et les pins. Et là, on a des habitats où le feu est plutôt à l'intérieur, contrairement aux habitats précédents. Donc on imagine plus des tipis un peu comme à l'indienne. Ici, il est fait en peau de vache, mais à l'époque, c'était de la peau d'auroch. Donc les aurochs ont disparu au XVIIe siècle en Europe, donc on ne peut plus trouver de peau d'auroch, bien sûr. Et avec cette forêt, donc il y a quelques autres essences qui poussent avec, donc le lif, etc. Et à cette période-là, qui est dite asilienne, le début du Mésolithique, à la fin du Paléolithique, le début du Mésolithique, c'est aussi le début de l'invention et de l'utilisation de l'arc. En même temps qu'arrive la transition en fait entre le renne et le cerf pour les animaux essentiellement chassés, mais bien sûr dans cette forêt arrivent aussi les sangliers et les animaux actuels des forêts tempérées. Mais cette forêt n'est pas encore la forêt de chêne puisque c'est vraiment bouleau et sapin qui est tout à fait qui correspond à la taïga en fait en Sibérie, au sud de la steppe, là où la terre est réchauffée, on a la taïga. Ce sont les premiers arbres qui poussent.
Ensuite, au cours du temps, on va continuer la promenade et on va arriver à partir de entre moins 10 000, moins 8 000, le début de la forêt tempérée, qui est essentiellement constituée de chênes. Donc là, à cet endroit-là, on a conservé les chênes du parc et qui sont associés à des noisetiers. Donc on a commencé à en planter aussi. Il faut qu'on en plante beaucoup plus, mais il faut aussi qu'on commence à planter d'autres espèces comme l'if justement bien sûr, et de tilleul et d'autres plantes de la forêt tempérée à ce moment-là. Alors l'habitat au Mésolithique, il est très mal connu, les sites sont très mal conservés, qui s'explique en partie par le fait qu'il y a une forêt a commencé à constituer un sol noir, un sol d'humus. Et que sur ce sol, quand on fait des fouilles, la plupart du temps, on décape les sols. Les sols ont été labourés, ont été perturbés par les animaux fouisseurs, par tout un tas de bestioles, et par les humains aussi d'ailleurs. Et ce qui fait qu'on ne trouve pas facilement de sites mésolithiques bien conservés qui nous permettent de connaître un peu la géographie, les dimensions de leurs habitats. La maison qu'on va vous présenter là, qui a été reconstituée d'après une fouille d'un site qui a été fouillé à Voves en Eure-et-Loire. Et cette maison, elle est datée de 5000 avant Jésus-Christ. Cette maison néolithique, elle fait 17 mètres de long. C'est des plans de maison qui se retrouvent en fait depuis les Balkans. On retrouve toujours les mêmes implantations de poteaux, la même largeur. Alors des fois, elles sont un peu trapézoïdales, comme celle-ci est un petit peu trapézoïdale, des fois un peu plus. Donc rectangulaire ou trapézoïdale, mais avec un système de 3 poteaux porteurs qui se répètent sur toute la longueur et qui permet d'ajuster en fonction de la longueur désirée. Et voilà, ça rentre parmi les critères qui font qu'on sait que ce sont les mêmes populations et leurs petits-enfants, c'est la même culture en fait qui vient depuis les Balkans. On reconnaît ça par rapport à la maison qui est vraiment toujours faite de la même façon et toujours du même plan. On le savait aussi par rapport à la céramique d'accompagnement de ces maisons qu'on trouve dans les dépotoirs, qui a les décors toujours un peu identiques, toujours les mêmes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus culturel que les décors de céramique, puisque ce n'est pas la fonction, c'est vraiment l'ornementation. Et on en a aussi maintenant, outre aussi l'industrie éthique, etc., mais on en a aussi la confirmation maintenant avec les études génétiques des sépultures, qui ont bien montré que c'était bien des populations qui sont issues des premières populations néolithiques de Syrie. Alors le néolithique, donc, comme mode de vie, ça a complètement révolutionné le mode de vie des gens à cette époque-là, et aussi et jusqu'à maintenant. Finalement, on vit encore sous cette forme-là avec l'agriculture. Et c'est un mode de vie qui est apparu sur les différents continents, pas tout à fait au même moment, mais qui est apparu partout en fait. C'est vraiment une révolution internationale, mais à différentes périodes et avec différentes plantes évidemment, que le riz en Asie, le maïs en Amérique et ce genre de choses.